Tu penses que Pikachu essayait de dominer Sacha à chaque fois qu'il montait sur son épaule? Non, pas plus que celui-là qui dort dans le fauteuil est en train de me dire « Je suis plus forte que toi, je suis dans le fauteuil, je te domine ». Ou l'autre qui est dans le fauteuil aussi et qui est en train de quémander et se demander pourquoi il a pas de câlin, il est pas en train de me dire « Je suis ton maître, je suis plus haut que toi ». Pas du tout. Le concept de dominance chez les chiens comme on l'entend, je suis le plus fort, je mange avant toi, je passe la porte avant toi, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit humain qui est basée sur des études erronées. Des études pleines de bonnes intentions mais qui comportaient des biais qu'on a découverts des années. Malheureusement, la croyance d'une dominance établie chez le chien perd. Pour tous ceux qui vont débarquer et me dire « Tu bases où tes sources ?» Je vous conseille ce petit livre à la couverture très moche et qui a quand même quelques années mais que je recommande toujours pour deux raisons. Il est petit, 70 pages, c'est abordable pour n'importe qui, il se répète un petit peu mais c'est pas grave et surtout, ce qui est super sympa, c'est qu'il résume beaucoup d'études. Voilà. Je vous les montre, j'essaye avec ma main cassée, voilà, il résume et donc dans la bibliographie vous avez plein de références qui sont les fameuses premières études qui ont été refaites au sujet de la hiérarchie chez les loups dans des espaces extensifs ou semi-extensifs, en l'occurrence le parc de Yellowstone pour commencer, mais pas que. Alors d'où ça vient et qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de dominance? À la base, des éthologues se sont mis devant des parcs où il y avait des loups, les ont observés et ont établi ce qu'on appelle un éthogramme. Un éthogramme, c'est une espèce de grille qu'on établit grâce à beaucoup d'observations et de statistiques pour déterminer les comportements normaux d'une espèce. Le chien a un éthogramme bien à lui, le chat a un éthogramme bien à lui, l'humain a un éthogramme bien à lui. En observant les loups qui sont les ancêtres de tous les chiens, on s'est dit, les chiens fonctionnent comme ça et c'est pour ça qu'on a quelques soucis avec nos chiens, c'est parce qu'on ne les respecte pas en tant que chiens selon leur éthogramme naturel. L'idée était super sympa, l'idée était bonne. Le problème c'est qu'on a observé des loups enfermés dans des petits espaces, ça date de beaucoup d'années tout ça. Et c'est ça, le gros biais d'observation des loups dans un espace restreint ne se comporte pas du tout de la même façon que des loups dans un espace ouvert ou semi-extensif. Pour faire un parallèle qui n'est pas de l'anthropomorphisme, c'est un exemple pour faire comprendre l'idée. Prenez une classe d'enfants, vous aurez toujours un paria dans la classe, un bouc émissaire, vous aurez toujours un leader naturel, celui qui a la classe, celui à qui tout le monde veut ressembler, et vous aurez toujours des élèves entre les deux. Si vous prenez le paria et que vous le mettez dans une autre classe, il deviendra peut-être le leader. Si c'était une tête d'ampoule, entre guillemets, que vous le mettez dans une classe de surdoués, peut-être que ce sera lui le leader. Si il est devenu paria dans cet espace, c'est parce que le directeur a décidé de mettre 30 élèves dans cette classe-là sans tenir compte de leurs affinités. C'était exactement la même chose pour des loups enfermés dans un petit espace. Les loups ont bien une hiérarchie, comme toute structure sociale. Le chien, le loup sont des animaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils vivent en groupe, comme l'humain, contrairement au chat. Ça veut dire qu'ils ont forcément une structure de hiérarchie pour faire fonctionner cette société. Sinon, ça fonctionnerait pas, il y aurait tout le temps des disputes, etc. Il y a bien donc un loup ou un couple de loups qui est au-dessus des autres, entre guillemets, mais c'est une hiérarchie de compétences et non de dominance. Ça veut dire quoi, hiérarchie de compétences? Ça veut dire que les loups, les fameux bêtas, donc ceux qui sont en dessous les alphas, choisissent volontairement de se mettre sous la tutelle, entre guillemets, du loup alpha parce qu'il est plus capable de trouver la nourriture, plus capable de trouver les bons chemins, de trouver les points d'eau, de protéger le groupe, etc. C'est un choix, je fais encore un parallèle qui peut vous paraître anthropomorphique, mais ce n'est qu'un parallèle pour exemplifier. Les entrepreneurs, les indépendants et les employés. Les employés font le choix volontaire de se mettre sous la tutelle du chef d'entreprise parce que le chef d'entreprise va leur assurer une sécurité sociale, une sécurité de l'emploi, une sécurité du financement qui tombe chaque fin de mois. L'entrepreneur, pour en arriver là, il est passé par le stade indépendant où on crève la dalle. Salut, c'est moi. Il a monté une entreprise et puis petit à petit, il a eu des employés. Moi, si un jour j'ai vraiment des employés, j'ai des gens qui travaillent avec moi, j'aime dire ça comme ça. Si un jour j'ai vraiment des employés qui ont un statut d'employé et pas un statut d'indépendant à côté, est-ce que je vais leur donner un salaire moindre juste pour me la péter et dire ouais je te domine, je te donne moins à manger parce que tu le mérites? Non, s'ils ont un salaire moindre, c'est parce qu'ils n'ont pas pris tous les risques que moi j'ai pris pendant autant d'années pour en arriver là. Si j'y arrive, vous voyez le petit oiseau dans les mangas? Si j'y arrive un jour, pas que j'aurais mérité un meilleur salaire, mais j'ai des charges différentes et oui, j'aurais travaillé pour en arriver là. Pour tout vous dire, les gens qui travaillent avec moi actuellement, ils gardent quasiment tout l'argent que le client leur donne.
Ce que j'aime, c'est juste avoir des collègues. Même si je pourrais dire, oui, je prends 70%, je t'en laisse 30%. Non, moi, l'intérêt, c'est que le boulot soit bien fait. Tout ça pour dire que ce petit livre très moche, ouais, la couverture, franchement, on en pourrait la refaire. Il est super top, vous le trouverez pas en PDF, c'est bien la preuve qu'il a de l'âge. Vous le trouverez sur Amazon pour vraiment pas cher, c'est bien la preuve qu'il est temps de changer nos mentalités. Il a été écrit par Barry, j'ai jamais su dire son nom, Eaton, je pense, Eaton, il faut le dire bien. Et ce qui est super sympa, si vous avez le courage de lire en anglais, c'est la bibliographie à la fin où vous avez pas mal de choses. Il y a un petit truc avec lequel je suis pas d'accord, à un moment il montre un chien qui montre le ventre et il explique que c'est une forme de pseudo-soumission. Non, pas vraiment. Le chien qui monte le ventre, venons-en à ce sujet-là. Effectivement, un chien qui monte le ventre peut le faire dans le jeu ou pour gratter des câlins parce que les chiens nous éduquent aussi. Ils savent très bien comment faire leur petite tête de la bouffe ou de un câlin. Ça nous éduque aussi. Ils font la tête, on les récompense. Ils ont compris que ça fonctionnait. C'est pas la question. La base, c'est qu'effectivement, dans un conflit, un chien peut montrer le ventre ou un loup peut montrer le ventre pour dire voilà, stop le conflit, j'ai compris, je te laisse gagner, c'est bon, j'abandonne. C'est pas pour autant que c'est de la soumission, c'est des excuses en fait. C'est pas vraiment des excuses non plus, c'est vraiment dire ok, c'est bon, t'as gagné. Quand je dis ça dans une dispute de couple, c'est pas pour autant que à vitam aeternam, mon copain me domine, entre guillemets. Non, juste sur ce sujet-là, ok, c'est bon, t'as gagné. Et je reconnais mes torts parce que je suis quelqu'un de bien, c'est tout. Forcer un chien à montrer le ventre, comme vous pouvez l'entendre dans certaines cultures éducationnelles, c'est culture éducative, comme quoi il faut le plaquer au sol, montrer qu'on a les chefs. En fait, c'est la même chose que mettre une arme sur la tempe d'un humain et lui dire excuse-toi. Les excuses, vous allez les obtenir, mais elles veulent rien dire. Dans sa tête, il va juste te traiter de con, le gars. Ben le chien aussi, le chien il fait quoi lui? Il comprend même pas parce que c'est même pas le vrai code en fait. Autant l'humain comprend quand on lui dit fais des excuses, il comprend ce qu'on lui veut, autant le chien on le force à se mettre sur le dos, franchement, c'est pas vraiment je précise, en interespèce. En intra-espèce, oui, entre guillemets, parce que le chien peut plaquer l'autre dans un combat ritualisé. Combat ritualisé qui a un objectif de régler un conflit, pas de se montrer plus fort. Je reviens à la dispute de couple, on va s'engueuler, on va se balancer des assiettes à la tête, vraiment pas, moi je suis du genre en mode quand il y a des disputes, mais bref, imaginons, c'est pas pour dominer l'autre, c'est pas pour gagner le conflit, même si certains peuvent voir ça comme ça, c'est juste parce qu'on estime qu'on a raison, simplement. Donc il y a toute cette image du chien, enfin du loup alpha qui domine, qui mange plus que les autres, qui se couche en hauteur par rapport aux autres, etc. Le groupe bêta qui est juste en dessous et le groupe oméga souffre-douleur. Dans un milieu extensif, les oméga ils se barrent. C'est tout. Ils deviennent soit plus solitaires, soit ils créent un autre groupe, soit ils intègrent un autre groupe. Les bêtas choisissent volontairement la tutelle parce qu'il est plus capable. Le jour où il est moins capable, leur autorité va être remise en doute. Il y a bien autorité, c'est autorité, hiérarchie de compétences, je dis bien. Si le loup, en tout cas le couple alpha se couche plus haut, c'est simplement pour veiller, pouvoir alerter les autres. S'il mange plus, c'est parce que c'est lui qui s'est donné plus de mal pour chasser. Mais s'il y a famine, le couple d'alpha ira manger des baies et des cacas de renard et laissera les vieux et les jeunes manger en priorité. C'est bien la preuve qu'il y a une notion d'importance, enfin pas d'importance, il y a un jugement de valeur. Dans la mesure où il va aller rechasser demain et qu'il a besoin d'énergie et qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde, ben oui, il va s'octroyer une plus belle part. Un peu comme l'entrepreneur qui est devenu chef d'entreprise. Je vous parle pas des connards en multinationale, hein, là on est sur un autre sujet. Je vous parle d'une petite entreprise avec, je sais pas, quelques employés quoi. Je n'ai pas d'exemple, mais voilà. C'est exactement la même chose. Les alphas se mettront à la fin. On dit toujours qu'il veut passer la porte devant. Non, quand on a un groupe de loups qui doit faire une longue traversée pour changer de terrain parce que, je sais pas, il y a plus d'eau, j'en sais rien, les alphas vont se mettre derrière, un devant d'ailleurs, ils essayent, pour pouvoir garder les plus lents en sécurité. Bref, si vous êtes intéressé par le sujet, si vous êtes sceptique et que vous avez envie de m'en mettre plein la gueule, vous pouvez aussi, hein, vous pouvez faire les deux, lire le livre et m'en mettre plein la gueule, on peut s'amuser. La dominance chez le chien, en interespèce, encore moins. Donc c'est-à-dire qu'un chien n'essaye pas de dominer une tortue. Un chat n'essaye pas de dominer un chien. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de la dominance chez le chat? Moi je pense personnellement, là on retire le livre, ça devient un avis personnel, je pense que l'humain parle de dominance dès qu'il a peur de perdre le conflit. On parlera de dominance chez un staff, chez un malinois, on parlera pas de dominance chez un chichi ni chez un chat. Et pourtant dans le genre dominance, si vous prenez la définition stricte de la dominance, le chat il n'y a pas pire. Il fait que ce qu'il veut, quand il veut, il monte sur tes genoux, il te monte dessus. Enfin franchement, pourquoi on parle jamais de dominance chez le chat? Parce qu'on n'en a pas peur. Il va pas gagner entre guillemets.